Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques solutions de synchronisation de données qui sont en standard avec Delphi, C++ Builder et donc RStudio aussi, puisque c'est le mélange des deux. Il faut juste que je retrouve la bonne touche pour changer d'écran. Voilà. Au planning, je vais commencer par définir ce que c'est une donnée par rapport à ce qu'on veut faire. Vous donner quelques cas pratiques et les solutions qui sont possibles pour chacun d'entre eux, et on passera sur des exemples pour 4 technologies, Live Bindings pour des synchros internes à une fiche ou une application, l'AppTethering pour de la synchro entre applications, enfin quand je dis application, c'est logiciel exécutable sur Windows, Mac, iOS et Android hein, d'une manière générale, c'est pas juste application mobile. Donc Live Binding donc pour en local, AppTethering pour de la connexion entre logiciels sur le même réseau ou en Bluetooth, Datasnap, des composants TCP/IP, enfin des clients serveurs classiques en réseau IP, et un cas de client sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui est le logiciel Intelliset, sur lequel nous avons développé un cloud. Évidemment, nous finirons par une petite conclusion et vos questions-réponses. Alors, déjà, je suis prestataire informatique à travers la société All Software depuis 2001 maintenant. La société édite des livres, des sites internet et des logiciels dont je suis quasiment à 80% à l'origine. Je fais aussi de la formation en tant qu'organisme de formation professionnelle enregistré en préfecture à Paris et référencé sur Datadoc. Donc les formations Delphi que je propose sont prises en charge, enfin, peuvent être prises en charge par vos OPCA si vous êtes dans le cadre de la formation professionnelle. Et je suis en train d'étudier la prise en compte du DIF et du compte professionnel de formation pour pouvoir permettre à des particuliers de se former sans se poser de questions avec un vrai formateur. Donc, me concernant, je suis MVP Embarcadero, comme Maxime l'a dit, depuis 1 an maintenant, enfin un peu plus. J'édite le site développeur-pascal.fr sur lequel je parle de Delphi, je donne des trucs et astuces et quelques explications sur comment fonctionne telle ou telle fonctionnalité. Faut surtout pas hésiter à m'écrire dessus si vous avez besoin d'éclaircissements sur des composants, des fonctions fournies par Embarcadero ou d'autres. Ça peut me permettre de donner, ça me donne des idées pour faire des articles complémentaires ou des webinaires dans le cadre de la série que nous faisons avec Maxime et d'autres MVP. Voilà, donc là j'ai rien d'autre à dire. Vous aurez de toute façon la possibilité de télécharger les slides et les exemples que je vais vous montrer de programmes. Je participe régulièrement donc au webinaire. Excusez-moi juste une seconde. Au webinaire organisé par Darsten et je fais aussi parfois des vidéos en direct, enfin en direct de mon côté, qui sont disponibles sur les différents sites. Vous aurez tout ce qui est, tout ce qui est historique en fait des webinaires, les vidéos de rediffusion et autres sources sont sur le site vassure.fr/webinaire Delphi, sur lequel je les recense. Voilà. Alors, attaquons. Donc première chose, c'est quoi une donnée? C'est tout bête, hein. C'est de l'informatique. Donc on parle de données dans le cadre de stockage d'informations ou de transfert d'informations. Donc ce sont des variables, des flux, des fichiers et des bases de données. Dans le cas des variables et des flux, ça reste quand même globalement interne à un logiciel. Donc on peut le faire entre fiches d'un même programme ou s'en servir pour faire des échanges d'informations grâce aux fonctions qui permettent de gérer les flux. Donc pour les variables, évidemment, c'est essentiellement des zones mémoire associées à un programme. Ce qui va plus nous intéresser, ce sont les fichiers, puisque c'est l'endroit où on stocke les informations d'une manière générale dans nos programmes, et puis en dehors, hein, évidemment. Et c'est le cas le plus courant de transfert d'informations, que ce soit un programme qui a besoin de récupérer des données générées par un autre, ou un chargement de fichiers lorsqu'on lance pour la première fois une application mobile, par exemple, pour récupérer des fichiers de configuration, de langue, des images et autres. C'est de l'échange d'informations sous forme de fichiers.
Donc ça, on va y revenir. Et l'autre cas, c'est évidemment la synchronisation au niveau des bases de données, soit en tant que fichiers eux-mêmes, par exemple pour de l'interbase SQLite ou autre, où on a une base dans un fichier qu'on peut donc s'échanger directement, soit en tant que synchronisation au niveau des données dans les tables ou directement sur certains champs. Vous avez par exemple dans les versions récentes de l'interbase la notion de change view, qui est en fait la possibilité pour un utilisateur donné d'accéder aux mises à jour sur certains champs des tables qui l'intéressent. Et c'est fait automatiquement. Je ne parlerai pas de réplication de données en tant que telle, parce que la plupart des grosses bases de données serveurs gèrent aussi des systèmes de réplication, pas forcément dans les deux sens. Parfois, c'est plus une base de données maître et des bases de données filles qui récupèrent les mises à jour qui sont faites au niveau du maître. Là, dans ce qui nous intéresse, dans l'exemple final avec IntelliSet, je vous montrerai un exemple qui permet de faire des mises à jour dans tous les sens, sans trop rentrer dans le détail, mais on va y revenir. Là, c'était bon. Alors, qu'est-ce que nous avons synchronisé? Donc là, je vais vous montrer comment synchroniser des bases de données et des fichiers. Par contre, je ne vais pas utiliser de solution automatisée. Donc là, on va faire un petit peu de code aujourd'hui. Enfin, je vais vous montrer un petit peu de code aujourd'hui. Vous pourrez évidemment vous en inspirer si vous avez des besoins de votre côté, ou me contacter s'il y a besoin d'autres informations là-dessus. Alors, quelques cas pratiques. Donc, le cas classique, on a des fichiers créés sur un logiciel et on doit les transférer sur notre ordinateur. Pour ça, il y a plusieurs solutions avec Delphi. Alors, j'ai évidemment parlé de Delphi parce que c'est ma tasse de thé, mais c'est valable aussi pour C++ Builder, hein, je le répète. Mais pour faire court, je ne parlerai que de Delphi. Donc la première possibilité, c'est simplement d'enregistrer le fichier dans un dossier et puis d'aller parcourir le dossier en question et regarder s'il y a des nouveaux fichiers. Donc ça, c'est valide quand on est en environnement client-serveur avec des disques durs partagés. Ça l'est pas forcément pour tout le monde. L'autre solution, c'est quand on est dans un réseau local ou en local sur la machine, on peut utiliser des sockets en IP et travailler sur le localhost ou 127.0.0.1 si on a besoin d'utiliser de la connexion, disons, web simulée. Donc l'un des programmes sert de serveur, l'autre programme se connecte dessus et ils travaillent ensemble. Après, il y a évidemment la solution client-serveur classique, donc un ordinateur quelque part sur le réseau qui contient un programme qui sert de serveur, et puis le ou les programmes dialoguent avec ce serveur-là en IP. Et enfin, en composant fourni avec Delphi, on a l'AppTethering, qui est en fait une techno qui simplifie ces échanges-là, qui fonctionnent en TCP/IP ou en Bluetooth. Donc là, j'aurai un exemple d'AppTethering à vous proposer pour de l'échange d'informations. L'avantage d'AppTethering, c'est quand même que c'est géré avec deux composants, et il permet de synchroniser pas mal de choses, pas que des fichiers. Donc l'autre cas, on a des fichiers qui sont créés sur un logiciel, ils doivent être transférés à un autre, mais on n'est pas sur la même machine, on est sur le même réseau local. Donc là, on reprend les deux dernières solutions de l'exemple précédent, donc du client-serveur en IP ou de l'AppTethering. Troisième cas, on n'est pas sur le même réseau local. Donc là, du coup, on ne peut plus utiliser l'AppTethering, et on peut difficilement considérer qu'un programme est le serveur s'il n'est pas sur une machine connectée à Internet et dont l'IP est accessible. Donc là, on peut passer par un tiers, un serveur, un ordinateur relié à Internet sur lequel on aurait un serveur, un logiciel serveur, qui serait développé par exemple avec WebBroker, Datasnap ou RadServer, et les différents logiciels se connectent dessus, font de l'envoi ou de la réception de fichiers selon les besoins, et traitent les infos comme ça. L'autre solution, c'est de passer par des services tiers, donc du FTP, de l'envoi d'email avec pièce jointe, un post sur un site web par exemple, ou des systèmes de stockage en cloud. Alors évidemment, se poseront toujours dans ces cas-là les questions de sécurisation des données et des échanges d'informations. Il ne faut jamais oublier de chiffrer ce qu'on transfère, de tout passer au maximum en HTTPS, et de mettre des mots de passe un peu partout où on en a besoin. Sachant qu'en fait on en a besoin partout maintenant, puisque
Les sites sont en permanence attaqués et dès qu'il y a une connexion Internet visible, ce sont des dénis de service et autres tentatives d'accès par brute force qui arrivent systématiquement en automatique. Donc là, c'était la solution sur Internet. Maintenant, on a un autre cas. On n'a pas de réseau IP. Par contre, on veut quand même faire communiquer des choses. Donc là, on a du Bluetooth qui permet d'être utilisé directement en Delphi. Donc évidemment, il faut que les deux appareils qui exécutent les applications soient équipés en Bluetooth et de la même technologie. Par exemple, si on utilise l'AppTethering, on peut faire du Bluetooth, mais par contre, il ne passe pas en Bluetooth LE, donc il ne fonctionne pas sur iOS. Évidemment, on peut utiliser des sockets Bluetooth directement, comme on l'aurait fait en TCP/IP. La seule chose à faire, c'est commencer par repérer à portée de l'appareil sur lequel on est les différents appareils équipés en Bluetooth. Et ensuite, on va simplement se connecter à l'un d'entre eux. S'il l'accepte, on a ensuite la possibilité d'ouvrir un socket en écriture et en lecture. Donc on fait des scènes d'un côté, on fait des récifs et ainsi de suite. Donc ça, l'exemple Bluetooth, je ne vous le montrerai pas, mais il y a pas mal de... Enfin, il y a des exemples dans les samples fournis avec Embarcadero, enfin avec Delphi et C++ Builder. Cas suivant, donc on désire dupliquer une base de données. Donc là, je parle vraiment de base en tant que telle. Donc soit on fait un dump global et on le transfère, soit on transfère le fichier lui-même. Donc évidemment, le transfert de fichier, ça reste du transfert de fichier. Sur le dump, en fait, il faut exporter d'un côté, réimporter de l'autre, soit la base complète, soit des tables, soit une sélection d'enregistrement. Donc là, on peut utiliser FireDAC pour jouer à ça, puisque la plupart des composants FireDAC permettent de sortir en fait une base de données et la réinjecter dans l'autre. Donc ça, j'ai un exemple là-dessus. Alors je parle de FireDAC, évidemment, vous pouvez aussi le faire à la main avec d'autres systèmes. Cas numéro 6, donc on désire accéder en temps réel. Du coup, dans ce cas-là, on est obligé d'avoir un serveur quelque part qui a la base de données et qui travaille dessus, et notre client va se connecter à ce serveur-là. Donc là, on a deux cas. Soit on a des drivers sur l'appareil sur lequel on est pour pouvoir accéder en tant que client à la base distante, soit on n'en a pas. Si on a les drivers clients, se pose ensuite le problème de connexion et de coupure de connexion potentielle si on est sur un mobile, par exemple, où on peut ne plus avoir de 4G, de 3G, de data, de connexion Wi-Fi, et ainsi de suite. Donc tous ces trucs-là, en fait, on peut passer par du FireDAC ou d'autres systèmes pour gérer la connexion directe, comme on peut aussi passer par une API avec, sur le serveur qui gère la base de données, du Datasnap ou d'autres systèmes serveurs. L'avantage de Datasnap étant qu'il permet de partager directement l'accès à une base, et de façon quasiment transparente pour le développeur. Le dernier cas, donc, on est dans des conditions de mobilité, c'est de la base de données, donc là on utilise du FireDAC avec le cache des données et la possibilité de faire des modifications différées, puisque le driver, enfin le framework FireDAC permet de le faire directement, même si les bases de données sur lesquelles on travaille ne le font pas. Donc on a pas mal d'options de son côté pour le gérer. Et l'autre solution, c'est de toute façon de passer par des transferts de base, de synchroniser les mises à jour ensuite, et puis de savoir gérer l'historique en fait, des mises à jour qui ont été faites d'un côté et de l'autre, et de pouvoir communiquer dans les deux sens quand les connexions se refont. Dernier cas, si je ne m'abuse, on est dans un cas où en fait on peut ou pas avoir de base de données centrale, et chaque utilisateur travaille sur sa propre base en local, mais en fait elles doivent se synchroniser. Donc là, c'est à nous de gérer les synchronisations et de faire les échanges entre les différents appareils. Si on reste dans un environnement proche, on peut utiliser du Bluetooth ou du réseau local avec de l'AppTethering pour faire transiter les différentes requêtes des uns et des autres ou des messages qu'on aurait générés nous-mêmes et qui contiennent les mises à jour. Dans les deux cas, il faut qu'on puisse gérer les problèmes de synchronisation, les clés uniques, si on en a en auto-incrément sur une table, par exemple, qu'on n'ait pas deux utilisateurs qui créent le même enregistrement sans avoir forcé la clé dedans, et évidemment tous ces conflits de synchronisation.
Donc là, c'est un gros boulot qui est rarement pris en charge automatiquement par les bases de données ou les composants qu'on peut trouver chez les prestataires. Par contre, si on pense bien sa base de données, on peut le faire soi-même, mais ça nécessite un certain niveau de réflexion avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour les cas pratiques. Donc on va passer à du live binding, enfin les cas pratiques. Donc les cas théoriques plutôt. On va passer à la pratique avec la première chose, c'est la synchronisation à l'intérieur d'une fiche avec live bindings. Donc live bindings, en fait, je vous en parle quasiment à chaque fois. Je suis loin d'être le seul. C'est une techno qui permet, dans une fiche en VCL ou FireMonkey, de faire de la synchronisation d'informations. Donc sur FireMonkey, ça ne sert pas qu'à synchroniser deux composants, ça sert aussi à gérer l'affichage d'informations venant d'une base de données ou d'un dataset vers des composants classiques, puisqu'on n'a pas de composants de base de données en FMX, contrairement à la VCL. Donc voilà, alors si vous voulez en savoir plus sur live binding, j'essaye de compiler les différents sites, tutoriels et autres sur la page vassure.fr/livebindings, alors tout en minuscule, qui contient aussi la liste des tutoriaux que Serge Girard fait sur développer.com et qui rentre bien dans le détail de la technologie, de ce qu'on peut faire avec. Bon, j'ai un peu de retard sur la liste, mais elle sera à jour prochainement. Voilà, évidemment, vous avez aussi le lien vers la doc si vous avez besoin. Donc, petit exemple avec live binding, et ça va être très rapide, puisque ça, normalement, tiens, ça nous manque. Puisque ça, normalement, il est là. Alors, j'ai un message sur le Mac parce que, évidemment, j'ai mis à jour le système d'exploitation il y a quelques jours. Et il commence à me faire des alertes en fonction des logiciels que je lance ponctuellement. Donc, live binding, ouvrir un projet existant. On va passer par là, ce sera plus rapide. Donc je suis sur le bureau dans les sources de l'exemple d'aujourd'hui et j'ouvre mon projet. Donc là j'ai un projet tout simple avec une fiche, deux composants, un champ edit, un champ label. Avec le concepteur de fiche, j'ai fait un clic droit, lié visuellement. Et donc j'arrive sur mon concepteur live binding dans lequel j'ai fait un lien entre le texte de l'edit et le texte du label. La flèche est unidirectionnelle, donc les modifications dans l'edit sont prises dans le label. Par contre, si on modifie le label, ça ne sera pas... on ne peut pas modifier le label en tant que tel. Donc ça se fait uniquement dans ce sens-là. J'exécute le programme. On se retrouve donc avec ça. Si je modifie texte ici, j'ai texte qui apparaît en dessous. Donc là, j'ai fait entrer parce que j'ai pas d'autres champs, donc je ne peux pas faire une tabulation pour sortir du composant. Puisqu'en fait, le live binding se déclenche sur l'état edit au niveau du onChange. Voilà. Je suis sorti, ça a perdu le focus, ça le reprend, donc il fait la mise à jour. Alors, donc ça, c'est la version simple. Évidemment, on peut paramétrer plein de choses dessus, y compris changer le type d'affichage. Mais bon, live binding, a priori, vous connaissez tous, sinon vous pourrez vous reporter au tutoriel. Donc on va passer au cas plus intéressant et plus rare. Donc l'AFTESRing. L'AFTESRing, donc c'est une technologie qui a été mise en place il y a quelques années directement sous forme de deux composants. Donc l'unité système.teser, dont je vous ai mis l'adresse de la doc en bas. Et donc deux composants, TTESRing Manager et TTESRing App Profile. Donc le manager gère tout ce qui est connexion, et le profile gère les services. Donc les fonctionnalités qui sont synchronisées ou les actions qui sont synchronisées, puisque l'AppTesring permet de faire du RPC. Ça fonctionne en Delphi, en C++ Builder, et c'est évidemment multiplateforme, puisque ça fait partie des composants non visuels qui sont gérés sur les 5 environnements sur lesquels on travaille. Donc Mac, Windows, iOS, Android et Linux, si on le met sur un programme en console. La connexion peut s'établir en Bluetooth, donc sauf iOS, puisque c'est du Bluetooth LE uniquement sur iOS, et que l'AppTesring ne le gère pas en standard, et sinon c'est de l'UDP et du TCP sur le réseau local quand on passe sur du network.
On peut synchroniser des propriétés de composants entre plusieurs logiciels. En réalité, on va déclarer des informations, des variables qu'on partage, des actions qu'on peut partager, et on peut partager ça sous forme de stream ou sous forme de variables ponctuelles. On a tout un ensemble d'événements qui permettent de faire de la communication directement, d'envoyer des messages et d'envoyer des informations en direct ou sous forme de stream aussi. Donc plusieurs exemples sont fournis par Embarcadero avec les exemples de RStudio, Delphi, C++ Builder. Et vous en avez un qui est intégré directement à l'EDI, qui est en fait pas un exemple, qui sert pour LiveExpress et FireUI. Donc en fait, quand on fait des applications sous FireMonkey, on peut, avec l'application LiveExpress, donc on a les sources qu'on peut télécharger sur l'App Store et Google Play, pardon, sur Play Store, on peut synchroniser l'affichage de l'EDI avec un smartphone ou une tablette pour voir en temps réel ce qu'on est en train de faire. Et en fait, cette techno utilise l'AppTethering. Côté smartphone ou tablette, on a un programme qui se connecte à l'EDI, et en fait, il va récupérer le DFM au fur et à mesure que l'EDI lui envoie les informations. Il régénère ça à l'écran, ce qui permet d'avoir un affichage immédiat sur un ou plusieurs appareils de ce qu'on fait en direct sur l'éditeur de fiches. Et là, en l'occurrence, pour l'AppTethering d'une manière générale, quand c'est sorti en 2015, Malcolm Groves, qui est un MVP australien, a fait une série d'articles sur son blog, dont je vous ai mis le lien aussi, puisque c'est la base du système, et effectivement, ça n'a pas trop évolué en 3 ans. Mais donc, vous pouvez vous en servir pour comprendre exactement comment ça fonctionne de A à Z. Donc, ce que je disais, Tethering Manager pour la gestion des informations, Tethering App Profile pour les déclarations d'informations synchronisées ou l'envoi de messages, et le transfert des infos se fait automatiquement. Donc, petite démonstration de ça. Je vais juste me débarrasser de ce message-là. Donc là, je vais ouvrir ça. Voilà, on est débarrassé. Donc, petite démonstration, je disais, de l'AppTethering. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une démo en local, parce que je n'aurais pas tenté cette fois-ci de dialogue avec autre chose que la session Windows. Donc, je reste en localhost entre les deux, et je reste en IP. J'aurais pu modifier pour faire du Bluetooth aussi, en branchant un téléphone et autres. J'ai préféré ne pas prendre le risque, vu que j'ai changé la version du système et que je n'ai pas refait tous les tests que je voulais, pour voir si ma réplication d'écran fonctionnait et tout le reste aussi. Donc là, pour l'instant, les exemples que je vous fournis sont en local. Ceux qui peuvent être mis sur autre chose sont en FMX, vous pourrez les compiler vous-même et les mettre sur un autre appareil si vous désirez faire des essais différemment. Alors, ce que je disais pour l'AppTethering, donc là, je vais aller sur la fiche VCL que j'ai mise. J'y suis déjà, un petit coup de F12 pour le concepteur, voilà. Donc là, j'ai un Tethering Manager qui a un mot de passe et un texte. Je me connecte, enfin lui, il va regarder sur le network, donc là, d'une manière générale, network, c'est en IPv4 et v6. On aurait pu choisir l'une des deux technos ou le Bluetooth. Donc là, en gros, il fait un listen 0000 pour ouvrir tous les accès sur les différents ports qu'il gère. Évidemment, au premier lancement, le firewall de l'appareil nous demande si il autorise la lecture sur le réseau. Donc on a le manager, et ensuite on a un ou plusieurs profiles qui sont en fait connectés au manager et qui ont un groupe. Donc c'est grâce au groupe qu'on va pouvoir connecter les profils d'une application à une autre. En tout cas en automatique. Après, on peut évidemment faire le processus complètement à la main, et dans ce cas-là, on choisit ce qu'on autorise comme connexion. Donc le groupe est rattaché à un manager, enfin le profil est rattaché à un manager, et il a des ressources qui sont partagées, ou des actions. Donc là, sur les actions, j'en ai pas fait sur celui-ci. En fait, c'est pour faire du remote procedure call. Donc on rajoute une action list dans la fiche. On rattache les actions qu'on a mis dans l'action list au profil, par cette propriété-là. Et ça permet de les rendre visibles sur les profils qui peuvent l'utiliser, qui se connectent dessus. Et du coup, à partir d'une application, on peut lancer une action à distance, récupérer le résultat de cette action-là, et se comporter comme si elle avait été exécutée en local.
Et sur la partie ressources, donc là j'en ai partagé plusieurs, enfin une en l'occurrence, j'ai partagé par exemple un truc que j'appelle valeur partagée, qui est un data et pas un stream. Et là en l'occurrence elle est shared, donc là je suis du côté qui va envoyer les mises à jour. De l'autre côté elle sera déclarée en mirror. Et je la déclare comme publique pour que tout le monde puisse y avoir accès. Sur ces événements, côté, donc là c'est l'application qui va envoyer les infos, donc je vais rien mettre en ressources received. Par contre, je vais le gérer de l'autre côté. Et alors l'autre côté, en l'occurrence, c'est la fiche FireMonkey, où j'ai pareil un manager, donc lui, normalement il ne va pas se comporter comme étant le manager principal. Donc je n'ai pas mis le mot de passe parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se connecte dessus. Évidemment, il vaut mieux en mettre un aléatoire pour éviter que n'importe qui essaye de se connecter dessus, quoi qu'il arrive. Et lui, il y a deux événements qui sont utilisés pour juste gérer l'affichage. On va y revenir. Et sur son profil à lui, j'ai rajouté donc le même groupe que sur l'application VCL. Donc il est rattaché au manager de la fiche. Et il a des ressources partagées, donc la même que tout à l'heure. Le valeur partagée ici, et qui est en mirror. Donc ça veut dire qu'il va récupérer les infos, comme si c'était une copie de l'autre. Donc ça, c'est la partie simple. Donc là, le texte, en fait, il est récupérable de chaque côté pour savoir qui se connecte et où. Donc moi, je vais m'en servir pour l'afficher dans les champs mémo. Et donc sur les événements que j'avais, donc côté manager par exemple, ici onPaired from local, c'est un événement qui est déclenché quand un autre programme se connecte à lui. Donc là, en l'occurrence, je me contente d'afficher dans le mémo que j'ai une connexion venant de tel appareil. Donc là, j'utilise le manager text qui correspond en fait à la propriété texte du tethering manager. Voilà. Donc je vais exécuter les deux programmes et puis je vais les connecter pour voir ce que ça donne. Donc là, par contre, j'ai utilisé la connexion automatique. Hein. Ici, donc je connecte, pardon, le classique. On sélectionne le programme avant de le lancer, ce sera mieux. Voilà, donc là j'ai deux programmes. En pratique, il n'y a pas de notion de client-serveur sur la tethering, il fait du broadcast. Donc n'importe quel programme peut être à la fois un client et un serveur, ça peut servir notamment pour du chat et d'autres solutions. Mais dans la configuration que j'ai choisie, j'ai mon principal qui est le VCL Form et l'autre qui va aller se connecter à lui. On va considérer que le VCL Form, donc l'application VCL tourne en permanence, par exemple, ou c'est celle qui est la plus utilisée, et puis je me déplace sur place, enfin je viens dans des bureaux, par exemple, je lance mon petit truc pour synchroniser des informations, et c'est lui qui va aller essayer de chercher les postes sur lesquels il se connecte. Donc là, je vais cliquer sur connexion depuis la version FireMonkey, et normalement, voilà. Donc là, l'application VCL sait qu'elle veut se connecter de mon manager FMX, donc de celui-ci, qui a cette référence, et l'application FMX sait qu'elle s'est connectée au manager VCL, donc à l'autre appli, qui a une autre référence unique. Donc jusque-là, ça marche. Nos événements, donc là en l'occurrence, sur la VCL, ici, c'est donc le paired local, événement, pardon. C'est l'événement donc paired from local qui a été déclenché. Sur le FMX, donc c'est lui qui s'est connecté à un autre programme, donc c'est le paired to remote qui s'est déclenché et donc qui affiche l'information de connexion par rapport au manager distant. Alors attention, c'est pas un manager qui se connecte à un manager, c'est un manager qui gère la connexion mais qui cherche les profils qui correspondent aux profils qu'on a en local. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, et c'est pour ça qu'il faut le même groupe quand on passe par la connexion automatique. Donc là en l'occurrence ma connexion, si j'y reviens, il veut plus. Si j'y reviens, donc là sur le bouton connexion, j'ai juste un autoconnect. Donc là ça demande au manager de l'application FMX de chercher sur le réseau tous les autres managers qu'il trouve, et puis ensuite pour chaque manager il va interroger la liste des profils, et s'il y en a quelques-uns qui correspondent au même groupe que ce qu'il a sur les profils locaux, à ce moment-là, il tente la connexion entre les deux, donc il fait la demande de mot de passe, et ainsi de suite. Enfin, en réalité, il fait la demande de mot de passe d'abord, mais ensuite, il ne connecte que les profils. Donc, on est là-dessus. Alors, l'autre option là-dessus, donc,
j'avais partagé une variable. Donc là, en l'occurrence, je tape quelque chose dans mon edit, ça apparaît sur l'autre. Parce qu'en fait, dans mon programme, ici, sur le bouton synchro, la saisie du champ de, enfin, la valeur du champ de saisie est associée à la valeur partagée qui vient des ressources de mon profil. Donc là, le fonctionnement se fait sous forme de tableau ou sous forme de nom de champ. Donc là, la valeur partagée, c'est ce que j'avais mis dans le nom de la propriété ressource publiée. Ici, est-ce que je suis sur le bon? Oui. Donc dans mon profil, dans les ressources. Ici. Donc ça se comporte comme si on avait des champs de saisie sur une table, comme on le faisait depuis le BDE et ainsi de suite, avec des variants si on veut. Donc là, j'ai associé le texte à ma variable. Derrière, comme c'est une synchro automatique, ça a été transféré à tous les clients, et je dis bien tous les clients, pas juste celui que j'ai, enfin pas le dernier, c'est tous ceux qui se sont synchronisés sur ce profil-là reçoivent l'information. Et donc là, en l'occurrence, quand je reçois l'information, moi je l'ai sur le ici, donc sur celui-ci, dans la ressource, là, et donc j'utilise l'événement onResourceReceived qui se contente de l'afficher dans le mémo. Donc là, évidemment, j'aurais pu le traiter différemment, le réafficher dans un champ de saisie, et ainsi de suite. Enfin, saisie ou affichage. Le dialogue se faisant tout seul, quelle que soit la technologie choisie. Et là, par exemple, j'ai un autre bouton pour de l'envoi de fichiers. Donc j'envoie une image, et elle apparaît. Alors, je vais juste essayer de la réduire. C'est mon petit toucan de la dist3 qui est apparu là-dessus. Alors ce bouton-là, en fait, il est très simple, c'est de l'échange de messages. Sauf que je ne suis pas passé par une variable partagée, je le fais à la main. Donc envoi fichier, je crée juste un stream de type tFileStream qui récupère le contenu du fichier en lecture seule. Alors là, petite subtilité de la 10.3, là, dans les exemples que je vous fournis, il y a du 10.3, donc du var_inline et de l'inférence de type. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas envie de déclarer le i en haut, donc je l'ai déclaré directement dans mon for. Je parcours tous les profils qui se sont connectés, parce que là, j'en fais l'envoi de messages manuel, donc c'est à moi de choisir vers qui je l'envoie, contrairement à l'envoi automatisé. Donc là, je vais parcourir tous les profils qui sont connectés, et je vais leur faire un send stream, tout simplement. Donc là, de mon toucan. C'est tout bête. Enfin, mon toucan, c'est le nom de ce que j'envoie. Le S étant le flux que j'ai déclaré ici. Donc je me mets un message en local, et à distance, si je vais sur mon profil, donc on est bien sur une notion de profil, onAcceptResource, c'est un événement qui permet de dire ou pas si on, enfin qui permet de dire si on accepte ou pas un truc à distance. Donc il teste ce que je lui ai passé comme texte. Là je cherche, enfin j'envoie un toucan IMG, donc je veux accepter un toucan IMG. Et ensuite on a le traitement de la réception elle-même. Donc si je suis bien toujours sur un toucan, parce que je pourrais passer d'autres messages si j'ai envie, et que ma ressource est bien sous forme de stream tel que je l'attends, alors là pareil, on peut se dire pas la peine de tester, mais pour des raisons de sécurisation et d'être sûr de ce qu'on fait, il vaut mieux systématiquement tout vérifier. Donc là, je me déclare un fichier qui va récupérer le toucan en question, enfin le contenu sous forme d'image. Alors, le passage à la ligne, ça colle du CTRL-D qui, pour l'instant, ne gère pas le var f sur la même ligne. Ce sera théoriquement corrigé dans une prochaine version, dans un patch. Donc là, je déclare mon f de type non précisé, parce que le tpass combine renvoie du string, donc il le sait tout seul, donc f est de type string. Pareil pour le s, en fait, c'est un tFileStream.create, donc ça ressort un tFileStream, donc pas besoin de lui spécifier le type de s. Et du coup, je me retrouve avec aucune variable déclarée en haut. Donc ici, j'ai donc mon fichier, mon stream, que je crée sur le fichier là. Je copie le contenu du stream fourni par la tethering vers mon fichier, je ferme, et ensuite je vais utiliser le bitmap que j'avais à l'écran pour faire un load from file du fichier que je viens de créer dans les dossiers temporaires.
Donc la manipulation est assez simple. Il y a juste à copier-coller le bout de code qui permet d'envoyer ou de lire, et c'est réglé. Pour l'échange de fichiers, il n'y a aucun problème, en passant par les streams. Alors après, apparemment, il y a eu, enfin j'ai vu sur Développé qu'il y a eu quelques problèmes d'envoi de fichiers texte suivant l'encodage. Donc a priori, si ça ne passe pas en direct pour une raison d'encodage, bah, vous pouvez tout encoder pas en UTF-8, mais en base 64, ça se transforme en texte classique et ça doit poser aucun problème d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer sur l'AppTestring. Comme vous voyez, on peut transférer des informations sous forme de données ou sous forme de fichiers assez simplement. Et évidemment, si on avait des informations venant d'une base de données, bah, soit on la considère comme étant un fichier, soit on exporte les requêtes qui nous intéressent ou le contenu des champs qui nous intéressent, et on se le transfère de la même façon. Donc encore une fois, AppTestring, c'est une techno pas client-serveur, mais de broadcast. Chaque élément du réseau peut envoyer un truc à n'importe quel élément du réseau ou à tous, d'une manière générale, automatisé ou à la main avec des scènes messages en string ou en stream. Voilà, donc je ferme les deux programmes, ici, et le projet. Donc, pour en revenir ici, à la suite. Oui, alors, ce que je vous ai montré là en local, ça fonctionne de la même façon en Bluetooth en changeant le type de connexion. Par contre, les deux en Bluetooth sur le même PC, enfin sur le même ordinateur ne passent pas. Et là, en l'occurrence, je n'avais pas d'appareil pour jouer avec, vu que je suis dans une Windows qui ne peut pas gérer le Bluetooth parce que la session virtuelle refuse de lui configurer. Ensuite, on va passer à DataSnap. Donc DataSnap, c'est une vieille technologie qui permettait à l'origine de faire de la base de données à distance quand on n'a pas de serveur de base de données, et du RPC, donc du Remote Procedure Call, de l'appel de procédures et fonctions à distance. Ça a beaucoup évolué. Désormais, DataSnap peut aussi faire du REST directement en standard. Le serveur DataSnap est maintenant disponible pour Windows ou pour Linux. Enfin, quand on utilise l'assistant, on peut générer du DataSnap pour Windows ou pour Linux. Il est basé sur du WebRocker et du DB Express pour l'échange et les informations entre, pour la base de données et pour l'appel de procédure à distance. Je vérifie juste que j'ai rien dit d'autre. Non, c'est bon. Donc vous avez la doc, hein, évidemment, sur le site DocWiki, et le lien ici direct si vous voulez. Donc là, c'est le schéma qui était sur le DocWiki. Donc grosso modo, on a des bases de données, donc là à droite, du DB Express qui permet de se connecter depuis l'application serveur DataSnap vers les bases de données, et ce sont ces composants DB Express là qu'on partage sur le réseau. Ou alors ce sont des méthodes qu'on déclare et qu'on partage aussi sur le réseau. Et du coup, n'importe quelle application web, enfin depuis un site web ou depuis un programme compilé, quelle que soit la technologie et le langage, peut aller récupérer les informations ou les données qui viennent de DataSnap. Donc là, on avait historiquement la première version du COM et DECOM de Windows. On a maintenant du TCP/IP, on a HTTP, HTTPS et du REST. Parce qu'évidemment, avec l'évolution, enfin avec l'intégration progressive de XTJS, la librairie JavaScript de Sencha, aux outils de développement d'Embarcadero, on se retrouve avec toutes les technos qui permettent de faire aussi du REST et du JSON pour pouvoir dialoguer avec des sites développés en XTJS. Alors, petite démonstration de DataSnap. Out. C'est ça. Voilà. Ici. Donc, AppTestring, c'est bon. DataSnap, ici. Alors, là, j'ai pris la version de base. Logique. J'ai pris la version de base de DataSnap. Il n'y a rien de démarré. Ça, c'est bon, oui. Et comme je ne démarre pas... alors là, en l'occurrence, c'est parce que par défaut, il est préconnecté sur mes connexions distantes, parce que je les ai laissées telles quelles. Je vais juste lancer Interbase sur mon poste, parce que je vais en avoir besoin pour les bases de données de démo, qui ne sont pas les poissons cette fois-ci. Voilà. Bon, par défaut, je ne me sers pas d'Interbase en
en permanence, donc j'ai préféré le désactiver pour éviter de bouffer des ressources, enfin de la batterie, quand je suis en promenade. Donc là c'est bon, il est démarré, ok pour ça. Donc j'ai ici un serveur Datasnap, donc je vais vérifier qu'il a bien tout correctement d'activer. Voilà, donc ma connexion, elle est activée, c'est bon, la table est activée, et ça c'est bon. Ok, et donc côté client, j'ai une connexion que j'active. Ouais, logique. Ok, donc j'ai lancé déjà la partie serveur, je vais vous montrer les sources après. Donc Datasnap, c'est du client-serveur pur. Normalement, il est censé être déjà en marche, mais je préfère le relancer. Donc c'est du client-serveur pur, donc le serveur doit être démarré avant le client, suivant ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, comme j'utilise directement les propriétés dans le concepteur de fiches, c'est obligatoire. Du coup, là, je peux réactiver ma connexion. Le provider est actif. Le dataset est actif aussi, voilà. Et donc, je vais lancer mon programme ici. Voilà, donc là, le bouton, par exemple, il change de label, ça se transforme en coucou. Alors, sur le bouton, j'ai simplement appelé un truc qui s'appelle client module 1, serveur méthode client, ma fonction. Donc le client module 1, c'est une classe qui est déclarée dans client module unit 1, qui utilise aussi client class unit. Ces deux fichiers-là sont générés par l'assistant Datasnap, lorsqu'on a besoin de rajouter du Datasnap dans un programme. Et là, en l'occurrence, le ma fonction ici, c'est une fonction qui a été créée au niveau du serveur, dans l'unité serveur méthode unit, qui est ici. Et là, si je vais regarder, elle renvoie juste coucou, donc ça me renvoie coucou quand je l'appelle. Donc là, c'est du RPC de base, quel que soit l'endroit où les deux se trouvent, à condition de mettre évidemment la bonne adresse hein, sur la connexion, le programme client va trouver le programme serveur et faire l'appel qu'il lui faut. Là, en l'occurrence, pour ça, j'ai normalement un SQL connexion ici. Alors, c'est du DB Express, hein. Donc du TSQL qui est connecté avec un driver Datasnap, on a dit. Et donc si on va voir les paramètres par défaut du driver Datasnap, on a en l'occurrence localhost, le port 211, on se connecte en TCP/IP et il va piocher dans le dossier Datasnap pour échanger les informations avec l'autre. Après il y a l'histoire de driver et ainsi de suite. Donc ça c'est la config par défaut. Donc j'ai une connexion côté client qui se connecte au serveur et qui permet d'accéder ensuite aux informations. Donc là, le SQL Connection, on a aussi dessus un TS Provider Connection, qui va dire que je suis sur une connexion vers la classe tMethod, enfin tServer méthode 1, qui est la classe déclarée dans le serveur méthode unit. Et sur ce provider, j'ai un client dataset qui est ici, qui récupère DS Country Table. Et si je l'active, j'ai donc une table sur le programme client qui vient en fait de celui-ci. Parce que sur celui-ci, j'ai ma connexion vers la table employée, enfin, vers la base employée, avec une table classique, enfin un ensemble de données qui correspond à la liste des pays, et j'ai déclaré un DS Country Table, qui est en fait un dataset provider, qui est rattaché à ma table, et c'est lui qui va être partagé ensuite par Datasnap. Donc grâce à ça et au cheminement via le DS Provider Connection et le client dataset, on se retrouve d'un côté à avoir les tables qui se connectent physiquement à la base de données, de l'autre les tables qu'on peut utiliser dans les programmes en lecture-écriture suivant comment on les a paramétrées et ainsi de suite. Par contre, ça reste du DB Express des deux côtés. On peut utiliser du FireDAC ponctuellement côté client. Côté serveur, les composants ne se basent que sur du DB Express pour l'instant.
Enfin, on peut toujours bidouiller des choses, mais en l'occurrence, la version simple, c'est du DB Express. Et DataSnap, il y a beaucoup d'autres composants qui permettent de faire joujou. Il est où? Ici. Client DataSnap. Donc là, ce sont les composants pour faire la connexion entre les deux. Donc là, côté client, on a le provider pour la connexion. Et côté serveur, on a tout ça, qui permet de gérer du REST, du HTTP, de faire du transfert de fichiers physiques, comme le ferait n'importe quel serveur web, de gérer des certificats si on veut faire du HTTPS ou autre chose, et des authentifications, et ainsi de suite. Donc la plupart de ces composants sont créés automatiquement par l'assistant de création de projet, mais on peut les utiliser nous-mêmes si on a envie sur un serveur container. Qui est en fait juste un data module de type tserver container et qui a des propriétés dessus. Donc, voilà pour les bases de DataSnap en fait. Et côté source, alors sur l'unité client, j'ai juste l'appel de la méthode à distance, et du coup, c'est du live binding à l'écran pour faire le lien entre la grille et les données, comme on l'aurait fait sur n'importe quelle base de données locale. Sauf que là, ça peut s'exécuter sur un mobile, comme sur une tablette, ou un programme à distance, à condition d'avoir accès au serveur DataSnap. Je crois que c'était tout, et côté DataSnap, donc... oui, si, quand même, une chose. Donc je vous ai dit que DataSnap était aussi accessible en web. Là, en l'occurrence, sur le module que j'ai créé, enfin sur l'assistant, j'ai fait une création web de la version Linux ou je vais y arriver, ou Windows. 80-80, non, je crois que c'était pas celui-là. C'est bien ça, c'est pas lui, ça doit être le 260. Il est sur le 271, donc stop, statut. Voilà, on est en 211. Donc normalement... Ouais, je ne l'ai pas activé. Ok, donc selon l'assistant, en fait, si on coche la case, il permet aussi d'avoir un accès en mode serveur web. Et du coup, en serveur web, il nous affiche les différentes fonctions ou des templates de pages qui permettent de saisir des informations qu'il gère ensuite automatiquement avec le RPC. Donc là, effectivement, je ne l'ai pas mis. Vous avez des exemples de DataSnap ici. Donc sur les exemples fournis avec Delphi. Dans Objet Pascal, tout simplement DataSnap, il y a quelques informations pour travailler, notamment comment travailler avec FireDAC, du REST et du JSON. Non, je ferme mes programmes pour éviter d'être embêté. Après, ici, toi, je t'ai pas lancé. Au revoir. Donc, la suite. Alors, DataSnap, c'est bon. Maintenant, on va passer aux composants TCP/IP. Donc ça, c'est le classique. Hein. On est dans un mode réseau, on a des sockets, du HTTP éventuel si on a un serveur, ou du REST. Alors, on parle beaucoup de REST désormais, hein, c'est simplement parce que ça permet de travailler directement avec les ordres HTTP, GET, POST, DELETE, PUT, et ainsi de suite, dont on n'a pas l'habitude en web, mais qui permettent de faire la gestion de bases de données complètes selon des protocoles qu'on se définit nous-mêmes, et de l'accès aux données en lecture et en écriture si on a envie. Et évidemment, il faut gérer les deux côtés de la chaîne, hein, bien entendu. Donc, on peut par exemple travailler. Alors, tout ce qui est TCP/IP, en fait, on a des composants directs hein, fournis avec Delphi, donc qui permettent de faire du socket en IP ou des THTTP client, THTTP request, TNet HTTP client, TNet HTTP request, TREST HTTP client, response et ainsi de suite, qui sont des composants permettant de gérer les différentes façons d'accéder au réseau en IP. Vous avez aussi, alors là je retourne là-dessus, si vous faites du REST dans les outils, un programme s'appelle Debugger REST, qui permet d'interroger n'importe quelle API REST, et de savoir comment elle se comporte, et de vous préparer les composants que vous allez pouvoir utiliser derrière, éventuellement les réembarquant directement dans une base de données. Ce programme-là est disponible aussi depuis le site d'Embarcadero en tant qu'outil gratuit. N'importe qui peut l'utiliser pour tester ces interfaces, qu'elles soient développées en Delphi, en C++ Builder, en PHP ou autre.
Donc pour en revenir à notre problème de synchronisation, on peut gérer le côté serveur avec du web broker, du datasnap et du RAD server. Donc là, j'aurai un exemple en web broker à vous montrer. Évidemment, ça fonctionnera aussi sur les deux autres technos. Web broker, c'est la version de base d'un serveur HTTP fourni avec Delphi depuis très très longtemps. Il est utilisé sur Datasnap et sur RAD server. Datasnap donc pour de la synchro de données et du RPC, et RAD server est encore plus évolué, puisqu'en fait au-dessus de ces couches-là, il permet de faire carrément du REST et de se comporter comme un vrai serveur en gérant des sessions utilisateurs, en gérant les droits d'accès. Et il fournit une interface de gestion de la partie serveur aussi, si on en a besoin, qui utilise elle-même du Interbase pour la base de données de gestion. Donc nous, on peut utiliser n'importe lequel pour travailler côté serveur, comme on peut utiliser du PHP, du JavaScript sur du Node.js ou autre. En fait, le principe, c'est qu'on a des composants d'un côté, enfin, on a des composants d'accès au réseau, on peut s'en servir pour se connecter à n'importe quoi qui utilise ces composants-là ou pas. Puisqu'évidemment, du HTTP, du REST et du socket, ça reste de la norme, hein, enfin, c'est du standard. N'importe quel socket IP fonctionne avec n'importe quel logiciel qui lit une socket ou qui écrit dedans. Et pareil pour les deux autres. Donc, je vais vous faire une petite démo de comment ça fonctionne avec du web broker. Donc là, en l'occurrence, j'ai du Delphi de chaque côté, côté client et côté serveur. Après, vous mettez ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Ici, là. Voilà. Donc là, j'ai donc un client et un serveur. Donc je vais commencer par le serveur, ce sera plus simple pour démarrer l'autre après. Donc là, pareil, hein, je l'ai créé avec le wizard pour faire du Linux et du Windows, donc il nous crée une application console de base qu'on peut lancer en tâche de fond si on a besoin. Donc là, j'ai lancé mon serveur. Donc mon serveur, il est accessible sur port 8080. Donc en localhost 8080, j'ai quelque chose qui apparaît. Dans mon serveur, alors je vais aller sur le source, j'ai un data module, qui est en fait un web module. Voilà. Et dans ce web module-là, on peut déclarer des actions. Donc ça fonctionne pareil sur RAD Server, à part que dans RAD Server, on peut en plus gérer les actions directement au niveau du source, avec l'utilisation des attributs. Donc là, dans mon serveur, j'ai déclaré 4 actions. L'action par défaut, elle est créée toute seule, hein. On y accède à la racine du site, elle est activée par défaut, et elle prend n'importe quelle méthode, qu'on fasse du get, du post ou autre chose. Et là, toutes les méthodes HTTP gérées sont là. Après, chacune a une signification quand on fait une API officiellement en REST. J'ai aussi géré une action qui s'appelle demande de fichier sur /API GET. Donc je vais y aller, hein, on va voir ce que ça donne. Donc ici, /API GET, je récupère une image. Je vous montrerai après comment il le gère. J'ai un truc en envoi de fichier, donc en /API post. Par contre, il faut que je fasse du post, ce que ne permet pas de faire le navigateur. Il faudrait que j'ai un formulaire pour le gérer. Donc je le montrerai à partir de l'application Delphi. Et j'ai du getDB, donc là qui se fait en get pour la demande. Et donc là, en l'occurrence, si je fais API getDB, je reçois un JSON de la base de données à laquelle je me suis connecté. Donc là, je suis resté sur la base de données country. Alors, côté serveur, ça donne ça comme configuration. Donc j'ai monté WebModule qui est créé par l'assistant. Je lui ai mis une connexion à la base de données Interbase employée, qui est fournie en standard, la table country, et j'ai juste un composant Stan Storage JSON Link qui permet au programme de FireDAC d'importer directement les modules qui permettent de faire du JSON en import et en export. Donc là, c'est juste pour ajouter la bonne unité et que derrière, il se référence correctement. Et il n'a pas d'action particulière. Et là, en l'occurrence, c'est donc un TFD connexion et un TFD table. Dans mon programme, donc je reviens sur mes actions, sur le /, j'ai donc un événement qui se contente de renvoyer du HTML. Donc là, à la racine,
Donc c'est moi qui ai mis le commentaire hein, avec l'URL, à la racine. Donc si on fait response content, c'est ce que renvoie le serveur au navigateur, je recrée une page avec le texte. Donc ça c'est l'action de base. Sur la demande du fichier, donc ce qui renvoie une image, en fait, je renvoie un content type image PNG, donc là c'est juste pour que les navigateurs puissent le gérer en tant qu'image, et j'utilise un stream que je crée à partir de la lecture du fichier directement. Le tfile vient de system.ioutile. Et OpenRead crée un stream que j'associe à la sortie en tant que stream. Pour le getDB, je fais la même chose, mais à partir d'une base de données. Donc, je vais sur l'action. Donc là, en l'occurrence, sauf que c'est du JSON que je renvoie, donc je mets une application de JSON, et je lui renvoie aussi le stream qui vient, qui est créé sous forme de tMemory stream, et depuis la table, je fais un save to stream vers ce memory stream là, donc vers le content stream en fait, en format JSON. Donc ça permet d'exporter le résultat de mon TFD, de mon TFD table en JSON. Donc là, c'est la structure FireDAC. Donc ça embarque, que je revienne dessus, ça embarque pas juste le contenu, hein, ça embarque aussi la description de la table à partir de là. Donc ça ne fonctionnera qu'avec des composants TFD table, mais on peut, FireDAC, mais on peut évidemment ne transférer que le contenu, donc directement un tableau qui contient un objet par ligne avec juste les valeurs de chaque ligne, c'est-à-dire une liste comme ça qui peut être interprétée ensuite en JavaScript directement ou par XTJS. Donc voilà pour ma base. Sur le post, on va le voir après. Ce sera plus simple. Donc là, et je vous ai mis la liste ici dans le source, un lien vers la liste Wikipédia des types MIME. Donc le type MIME, en fait, c'est ce qui permet pour un navigateur ou un serveur de savoir ce qui est attendu ou ce qu'il reçoit. Alors, je vais exécuter la version Delphi en fait, du programme qui permet d'interfacer avec le serveur. Donc là, j'ai 3 cases. Hein. La première, c'est charger la table. Donc en fait, il va faire un get de l'URL qui permet de récupérer la table. Charger l'image, il fait un get de l'URL qui permet de charger l'image. Et derrière, il l'associe à un image viewer. Et le dernier, j'envoie un fichier. Donc là, en fait, j'ai un fichier sur le disque dur, en l'occurrence, hein, c'est la même chose, hein, toujours l'image. Je vais l'envoyer au serveur, qui va me répondre la liste des fichiers qu'il a reçus avec le nom du champ. Donc là, en l'occurrence, il a reçu un champ image mascotte dans lequel il avait ce truc-là. Donc on peut considérer que le transfert de l'image est fait. Et alors ça, c'est tout bête. Évidemment, ce truc-là aurait fonctionné en formulaire HTML. Donc pour la réception de fichiers, en fait, je suis côté serveur toujours. Elle se fait ici. Pardon, ça c'est l'envoi. Un, deux, envoi de base. Oui, donc on a vu les deux envois, donc c'est envoi de fichier qui compte. Voilà, donc c'est bien ça. Donc là, en l'occurrence, pour récupérer les informations qui sont encodées en MIME, enfin en plusieurs multiparts, pardon, il faut utiliser ça systématiquement. C'est ce qui permet de remplir les variables, enfin les propriétés files par exemple, à partir d'une request, donc à partir d'une demande venant de l'extérieur. Parce qu'apparemment c'est pas fait systématiquement, automatiquement. Donc à nous de le faire, et du coup il faut rajouter plusieurs unités, qui sont en l'occurrence sur celui-ci, le web.recMulti, qui permet de découper en fait l'information reçue du client dans ces différents éléments. Donc là, en l'occurrence, grâce à cette ligne-là, enfin de la tentative de parsage et le parsage lui-même, on se retrouve avec un request.files qui contient tous les fichiers qui ont été transférés. Là, en l'occurrence, j'en transfère qu'un seul. Donc dans mon content, pour la réponse, je me contente de rajouter une ligne avec le nom du champ qui était censé recevoir ce fichier-là et le nom du fichier. Alors évidemment, là j'en transfère qu'un seul, le nom du champ on s'en fout un peu. Si on venait d'un formulaire web par exemple, le nom du champ en fait c'est le nom du input type file qui permet de savoir quelle est l'information qu'on a récupérée.
puisqu'on peut faire sur la même page plusieurs chargements de fichiers différents, ou plusieurs fichiers dans le même champ. Donc là, en fait, on les récupère comme ça. Voilà, et en commentaire, vous avez la façon d'utiliser le fichier reçu pour le stocker ensuite sur votre disque dur, au cas où ça vous évitera de vous poser des questions si vous en avez besoin. Donc là, en l'occurrence, je reçois un fichier, je récupère juste le long et je le rajoute au contenu que je ressors, et le contenu que je ressors, après le end, en fait, le response.content est envoyé au navigateur qui a appelé le truc. Donc là, en l'occurrence, je le raffiche, j'ai coupé le programme, ici, donc je l'affiche dans un champ mémo dans celui-ci. Mais ce serait une page web, ce serait affiché dans la page web, enfin ce serait du HTML valide, et donc le navigateur afficherait juste une ligne avec ce truc-là. Côté client, donc côté unit, ici, non, celui-ci, voilà. Donc j'ai un bouton charger la table, donc je commence par le désactiver, et ensuite je lance un thread. Pour des raisons pratiques, c'est que ça évite de bloquer l'interface utilisateur tant que la réponse n'a pas été calculée par le serveur, sachant que si le serveur est HS, il peut y avoir un timeout de quelques secondes à quelques minutes, suivant ce qu'on a configuré par défaut. Du coup, on bloquerait complètement l'application utilisateur. De plus, sur Android, on n'a pas le droit de bloquer, de faire des appels réseau en synchrone. Donc de toute façon, il faut s'habituer à tout passer en asynchrone autant qu'on peut, donc en thread. Donc là, c'est la méthode la plus simple, hein, tthread.create_thread.start. Ne pas l'oublier, sinon il ne se déclenche pas. Il s'autodétruit une fois qu'il a fini son traitement, donc on ne s'embête pas. À l'intérieur, on lui passe une procédure anonyme qui contient juste le code qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, je suis allé à fond sur la non-déclaration des variables, ce qui évite un paquet entre procédure et le begin. Donc là, en l'occurrence, j'ai une variable serveur qui est un composant de type THTTP client que je crée. Là, en l'occurrence, pour ça, il y a plusieurs unités à rajouter. System.net HTTP client pour ces composants-là, et ensuite, on aura besoin aussi du net.mim pour l'envoi du fichier. Donc là, j'ai cliqué sur le load table, donc je crée un composant serveur, je lui remplis son user agent, éventuellement pour pouvoir le tester de l'autre côté si on a envie. On peut y rajouter des clés, des droits d'accès, des trucs comme ça. Hein. Et ensuite, je fais un get de l'URL qui m'intéresse. Donc comme l'aurait fait comme l'a fait tout à l'heure le navigateur. Je reçois une réponse que j'auto-déclare aussi, parce que j'ai pas envie de savoir si c'est un IHTTP response comme c'est le cas, ou un THTTP response. Parce que dans tout ce qui est réseau, en fait, tantôt ce sont des interfaces, tantôt ce sont des classes, et franchement, ne plus avoir à savoir quel est le type qu'on récupère est quand même un gros soulagement. Ça évite de se prendre la tête. Du coup, autant laisser le compilateur se débrouiller tout seul, et là, c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai un peu la flemme. Donc, var réponse, pas de type, et il récupère tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai ma réponse, je teste le status code, qui est en fait le code de réponse, qui correspond au code HTTP renvoyé par le serveur. Donc 200, ça s'est bien passé, 404, c'est le fameux file not found, et on a tous les codes HTTP qui sont renvoyés, qui peuvent être gérés directement dans nos programmes, et donc on peut gérer en fonction du type de code qu'on reçoit. Par exemple, si on reçoit un 301, ça a été une redirection, donc méfiance, c'est peut-être pas ce qu'on a demandé. Alors, le 200, il y a une réponse, c'est renvoyé, c'est bon. Évidemment, côté serveur, ici, par défaut, il renvoie 200, mais on peut évidemment remplacer le code réponse dans le response.statuscode. Si on veut générer nous-mêmes des fausses réponses ou des informations de redirection. Donc j'étais là-dessus. Donc si j'ai bien mon 200, comme je suis dans un thread, je me resynchronise avec le thread principal, et dans ma procédure, je me contente de dire ma table en mémoire, donc qui est ici, qui est rattachée par live binding à ma grille ici, et à laquelle j'ai rajouté le stan storage en JSON pour pouvoir gérer du JSON dessus. Donc ma table en mémoire, je fais un load from stream du réponse.contentStream. Puisqu'en fait, la réponse, on peut la récupérer en string ou sous forme de stream. Donc on n'a même pas besoin de savoir ce qui a été envoyé tant qu'on sait dans quoi on veut le stocker. Et ça, en fait, je le récupère en format JSON, donc je le spécifie. C'est pour ça que j'ai besoin du tstan_storage JSON link.
du premier coup. TFD Stone Storage JSON Link. Donc, là, je récupère ma table, elle s'active toute seule parce qu'elle a les informations venant du serveur. Et en fait, j'ai transféré la table complète. Donc, si je fais une mise à jour ici, elle n'est pas répliquée de l'autre côté. À moi de gérer le fait d'avoir fait une mise à jour, par exemple sur les événements de la table, là en l'occurrence, sur les after edit, after insert et ainsi de suite, je pourrais renvoyer une information au serveur et lui dire j'ai fait une mise à jour de telle information, tu la corriges aussi dans ton truc et éventuellement tu la dispatches si d'autres personnes l'utilisent. Donc ça, à nous de le gérer si on a envie, parce que j'utilise une connexion web. Là, en l'occurrence, grâce à ça, en fait, on peut s'interfacer avec n'importe quelle technologie. Donc si je fais une mise à jour dans mon main table, je peux envoyer un programme PHP qui sera à distance, l'information comme quoi j'ai fait une mise à jour. Et lui, il le gérerait, sans que ce soit comme en DataSnap, directement des requêtes SQL qui s'échangent ou des informations encodées directement dans DB Express. Donc là, j'ai récupéré ma table, j'ai récupéré mon JSON, je le mets dans la table, il affiche directement la grille parce que c'est géré automatiquement. Même principe pour l'image. En fait, je fais donc mon thread, dans lequel je mets mon client, je lui donne un user agent, et je fais mon get. Donc le get qui récupère un image /png, dont à la limite Delphi se fiche. Hein. Ça c'est parce que c'est plus pour les navigateurs qu'on le met, mais on pourrait aussi le tester. Ici dans réponse, je pourrais avoir le type mime, et vérifier qu'on a bien récupéré un PNG, ou un JPEG, ou autre chose. Puisqu'on peut gérer n'importe quoi, enfin on peut vraiment gérer tout ce qu'on veut en retour. Donc là, même chose que pour l'autre, en fait, j'ai mon image viewer, je récupère son bitmap dans lequel je fais le chargement en tant que stream de ce que j'ai reçu depuis le serveur. Hyper simple. Enfin, une fois qu'on a le code. Pour l'envoi d'un fichier, donc là, on se rappelle que côté serveur, il attend un fichier en poste dans une variable qui s'appelle image mascotte. Et donc, là, ça se complique un petit peu. Mais c'est sur le même principe. On crée un thread anonyme pour éviter de bloquer l'interface utilisateur. Je bloque systématiquement le bouton pour éviter qu'il le réaffiche, hein. Enfin, qu'on puisse cliquer 2 fois dessus. Au moins, on sait que ça a bien été pris en compte. Après, on peut mettre des animations pour faire bouger les choses ou pas, mais au moins désactiver les boutons qui envoient les infos. Donc, j'ai mon client, je lui mets un user agent, j'active le multipart from data, parce que sans ça, en fait, il va recevoir des informations, mais qu'il ne saura pas interpréter de l'autre côté. Et ensuite, je crée mon paramètre post. Donc là, pareil, hein, variable inline et type inférence. Donc c'est un tmultipart formData.create qui crée un élément dans lequel on peut rajouter des champs et des fichiers. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un ajout de fichier avec un nom de variable qui s'appelle image mascotte, le chemin d'accès relatif du fichier par rapport au programme exécutable ou autre chose. Hein. Donc je peux en enquiller 10 si j'ai envie, de faire des alt fields et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, je récupère dans ma réponse l'appel au poste avec les paramètres. C'est comme une soumission de formulaire. Ça se débrouille. Mon serveur post, là en l'occurrence, par défaut, il est en synchrone, donc il est bloquant. Ce qui m'arrange puisque je le teste derrière. Sinon, en asynchrone, en fait, on pourrait utiliser les événements qui sont au niveau du serveur pour savoir quand on a reçu les informations et ainsi de suite. Mais là, dans un truc complètement fait à la main, autant le laisser en bloquant quand on soumet le global en thread. Donc là, si j'ai mon status code 200, je resynchronise et je récupère en tant que stream dans mon mémo le contenu en format stream. Bon, là, en l'occurrence, j'aurais pu mettre un afficheur de code HTML, par exemple le texte HTML enfin, TTMS HTML text, qui est un composant fourni par TMS pour afficher des fichiers HTML simples, ou directement un web browser si j'ai un web browser dans lequel je peux intégrer du code source. Donc là, je l'ai mis dans un mémo parce que j'avais pas envie d'aller plus loin, ça c'est la version de base. Et si j'ai un problème d'erreur, en fait, je renvoie erreur à la place. Après, je libère les mémoires et puis c'est réglé. Voilà, donc là, vous avez un exemple côté serveur et côté client de comment utiliser TCP/IP pour faire de l'échange d'informations, que ce soit du texte ou du fichier. Enfin, texte, base de données ou fichier. Avec ça, vous devriez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez dans vos applications avec du client-serveur. Évidemment, tout ça fonctionne aussi sur les mobiles. Hein. Donc là, c'est bon, je sors de là. Et on va passer à la suite. Donc là, je peux ressortir du navigateur aussi.
et revenir ici. Donc rapidement, je vais vous parler d'un cas donc, sur lequel j'ai travaillé et travaille toujours, c'est l'application IntelliSet dans sa version 3, pour laquelle on a on a dû développer un cloud maison. Donc IntelliSet, c'est un cas intéressant pour plein de choses en fait. C'était un premier projet sous Delphi pour un projet sous Delphi FireMonkey, multiplateforme, il fonctionne sur iOS, Android, Mac et Windows. Alors plutôt orienté tablette, parce qu'on est parti sur du MDI avec du multi-fenêtre, qu'on a redéveloppé, puisque ça n'existe pas dans FireMonkey. On a aussi tout ce qui est impression et autres, sur lesquels je reviendrai probablement lors d'un meet-up webinaire ou autre. Et là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie stockage des informations. Donc là, sur cette application-là, en fait, chaque utilisateur a son login password et ses propres données. Par contre, un utilisateur peut se connecter sur plein d'appareils différents. Et ils peuvent aussi s'échanger des données sous forme de fichiers, en se les associant les uns aux autres ou avoir accès à plusieurs sur la même chose. Donc on a dû gérer différents types d'informations. Là, en l'occurrence, des fichiers chiffrés, du équivalent du INI de Windows pour le stockage de paramètres, par exemple, du JSON pour stocker certaines informations, et le stockage de format de fichiers texte ou d'images. Comme on avait besoin que chaque utilisateur puisse y accéder depuis n'importe quel appareil, et qu'on a aussi besoin qu'il s'y connecte sans avoir Internet, on est passé par des bases locales de fichiers et une synchronisation globale vers un ou plusieurs serveurs selon les cas. On avait aussi une contrainte qui était d'empêcher que les utilisateurs modifient à la main l'arborescence depuis leur leur explorateur de fichiers, le Finder ou l'explorateur Windows. On ne voulait pas non plus synchroniser des virus, des malwares, des ransomware et autres. Donc pour des questions de sécurité, en fait, on s'est recréé une arborescence de fichiers dans une base de données sous format SQLite. Donc elle est utilisée directement en Delphi côté application, côté Windows, Mac et tablette, ou smartphone, mais c'est un peu petit pour l'instant pour l'interface. Et nous utilisons aussi le format SQLite côté serveur, mais en PHP, puisque c'est un serveur Linux et on était resté sur du sur du développement PHP pour la gestion côté back-office. La synchronisation se fait selon des critères internes entre les différents appareils, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une modification d'un côté se répercute automatiquement sur tous les appareils qui ont le même numéro de licence ou le même utilisateur. Et donc là, la réplication, elle ne se fait pas au niveau du fichier, mais au niveau des données dans le fichier qui nous sert à gérer notre mini-cloud. Donc là, je vous laisserai regarder un petit peu tout ce que j'ai expliqué sur les différents slides. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, histoire de ne pas trop déborder sur l'heure et demie qu'on avait prévu au départ, et vous en dire un peu plus à l'utilisation, si ça fonctionne correctement dans mon cas. Donc, petite démo. Alors évidemment, comme c'est un programme commercialisé, vous n'aurez pas le source correspondant, hein. On est en train de réfléchir à faire une version light de la partie réplication et cloud pour que vous puissiez éventuellement la diffuser en open source ou en librairie payante. On verra ça sous peu. Alors, démonstration. Donc là, en l'occurrence, je vais créer une licence, je vais me lancer sous Windows. Ici, IntelliSet est là. Donc la version que je lance est une version de démonstration. J'ai évidemment pas de données publiques dessus. Ce qui me chagrine, c'est que j'apparais avec l'API 0 qui n'est pas la bonne. Donc je ne suis pas persuadé que ça passe correctement pour la suite. Voilà. Donc je crée ma licence. Lors du premier chargement, en fait, il crée tout ce qui est arborescence dans lequel il stocke les fichiers. Donc un fichier de paramètres pour l'utilisateur, un fichier de licence qui va synchroniser et vérifier par rapport à la base distante, et il répartit les fichiers du cloud. Donc là, par exemple, j'ai une étude. C'est bien ce que je craignais, il y a un petit souci sur la réplication. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai une étude, des dossiers, et ainsi de suite. Voilà. Et je peux déplacer des choses, l'étude, la mettre dans exemple d'étude, par exemple. Et donc, ici, je vais partir sur le Mac et faire la même chose. Là.
Donc même fonctionnement, hein, première connexion, parce que j'avais réinitialisé les bases, je lance mon enregistrement. Normalement, il va rapatrier les informations et je me retrouve côté browser avec la même chose. Et j'ai donc dans le browser mon étude qui est là. Je peux la redéplacer si je veux. Je vais la foutre là. Alors, par contre, je suis sorti parce qu'on ne resynchronise pas l'interface graphique. On part quand même du principe qu'un utilisateur ne s'amuse pas sur deux postes à la fois en même temps. Donc. Enfin, qui ne sont pas en train de bidouiller deux écrans identiques en synchro. Mais là, en l'occurrence, j'ai de chaque côté une base locale sous SQLite qui se synchronise avec un serveur qui lui-même se resynchronise avec la base locale. Et si vous regardez bien en haut, quand je clique sur le browser, j'ai une petite barre verte. Ça synchronise, c'est l'avancée de la synchro. Donc ça ne synchronise que les éléments dont j'ai besoin de faire la synchro. Donc là, en l'occurrence, j'ai une table SQLite de chaque côté et côté serveur qui contient 4 tables. Une pour le stockage des ini, une pour le stockage des paramètres en format ini, une pour le stockage des paramètres en format JSON. Et les deux autres, c'est une qui sert à l'arborescence de fichiers et dossiers, et la dernière, c'est ce qui contient physiquement le contenu des dossiers, enfin le contenu des fichiers, pardon. Chaque mise à jour dans l'une de ces tables, alors soit le nom du fichier, soit de son contenu, soit de son arborescence, est flaguée avec un indice lié à l'application sur laquelle on est, ou à l'appareil. Donc là, en l'occurrence, si je fais une modif côté Windows, j'ai un tag qui dit je suis en train de faire la modif de tel engin. Donc la base a été faite de telle sorte qu'elle gère l'information sur la date et heure de mise à jour, ou plutôt l'indice de mise à jour, par rapport à un appareil. Quand je me resynchronise avec le serveur, on part du principe que le serveur lui-même est la base principale. Donc c'est lui qui prime s'il y a des mises à jour plus récentes. Donc toutes les synchros se font par rapport à lui. Et côté serveur, en fait, on fait les vraies créations. En local, on crée avec un identifiant local. Côté serveur, on a un deuxième indice, enfin une deuxième clé primaire, qui est celle qui va servir pour la réplication et pour faire le rattachement entre les indices locaux de chaque base, de chaque terminal, avec l'indice côté serveur. Donc en gros, dans les tables locales au programme, on a une clé primaire locale à l'ordinateur, dont on se fiche, et une clé primaire, enfin un champ qui correspond à la clé primaire côté serveur. Et c'est ce champ-là sur lequel je me base pour faire la synchronisation des informations. S'il n'est pas renseigné, c'est une création d'enregistrement, donc on va le créer côté distant et on rapatrie sa clé. S'il est renseigné qu'il y a une mise à jour en local, à ce moment-là, on répercute la mise à jour côté serveur, et côté serveur, on incrémente un indice disant que cette ligne-là a été mise à jour. Du coup, tous les autres postes, quand on ouvre le browser ou quand on lance l'application, ou régulièrement, automatiquement, sous forme de tâches de fond, il réinterroge le serveur pour les synchros. Il va chercher les enregistrements qui n'ont pas été créés à distance et les crée. Il va chercher les enregistrements créés sur le serveur mais qui n'existent pas en local et les crée. Et puis ensuite, il synchronise la mise à jour. Donc en fait, tous ceux dont l'indice local n'est pas le même que l'indice côté serveur. Évidemment, c'est celui qui a le plus gros indice qui prend la main sur l'autre. Tout ça, ça se fait en automatique. Alors c'est quelques centaines de lignes de code sur plusieurs mois de travail d'affinage du fonctionnement et de tout le reste. Mais ça marche plutôt bien. Et en fait, on a du PHP d'un côté qui a accès complètement à la base de données, SQLite, de la même façon, avec les mêmes fonctionnalités que l'API côté Windows qui a accès aussi à ce fichier-là. Et du coup, on se retrouve avec un pseudo-cloud qui est auto-synchronisé sous forme de base de données avec des contenus qu'on met à jour en tant que fichier avec des streams ou directement sous forme de texte. Et ce fonctionnement-là, en fait, c'est le fonctionnement c'est le fonctionnement final d'un travail de synchronisation de base. C'est ce que vous pourriez avoir si vous avez besoin de travailler sur des bases synchro, quel que soit le type d'informations qui sont à l'intérieur. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a en local, qu'est-ce qu'on a à distance,
qu'est-ce qui est une création d'information, et surtout comment on sait qu'on a créé un truc d'un côté et qu'on n'a pas créé de l'autre. Et du coup, en jouant avec la double clé et des indices sur chaque poste, on arrive à se débrouiller pour savoir qui est où, juste en rajoutant 4 ou 5 champs à toutes les tables, enfin tous les enregistrements de toutes les tables de la base. Voilà, donc là, évidemment, si vous avez des questions sur cette application, n'hésitez pas à me les poser aussi. Je répondrai pas avec des morceaux de code pour l'instant, mais dès qu'ils seront disponibles, si on arrive à trouver la bonne façon de le diffuser, j'en ferai part sans doute lors d'un webinaire ou en article sous forme enfin sur le blog. J'en ai fini pour les quelques solutions que je vous ai présentées. Évidemment, il y en a plein d'autres. Là, j'avais fait un choix, hein, les plus simples, les fournis en standard avec Delphi, Grad Studio, C++ Builder, depuis la version Pro et donc Community jusqu'à la version Architect, et donc aussi académique. On aurait pu parler directement de tout ce qui est dans FireDAC, hein, tout ce qui est synchro, cache et journalisation. Mais pour ça, vous avez aussi le livre de Kari Jensen qui est très bien foutu et qui en parle pas mal. On aurait pu parler de RAD Server, d'Interbase et Session View, de TMS Echo, qui est une fonctionnalité de TMS Software qui permet justement de faire de la synchro de base de données, ou de TMS Remote DB, qui permet de faire de l'accès à distance. Donc c'est un petit peu comme Datasnap. Sauf qu'il ne se base pas que sur du DB Express. Et il existe plein d'autres solutions pour synchroniser les informations, hein, que ce soit des fichiers ou des bases. Là, j'espère vous avoir donné quelques bases de réflexion et de travail. Après, n'hésitez pas, si vous avez des besoins complémentaires, à nous contacter, Maxime ou moi, pour en savoir plus. Donc ce webinaire, comme les précédents, seront disponibles dès que possible sur développeur-pascal.fr pour la vidéo. Les sources seront dispo dans l'après-midi sur mon compte GitHub, mais le lien sera aussi sur le blog, et le PDF également. Sur les événements à venir, on a donc des meet-up et des présentations qui sont prévues pour 2019. On vous en reparlera prochainement, et pareil pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site de Bernstein sur la partie événements, où sont recensées les différentes présentations et autres qui sont prévues dans le cadre de cette série de webinaires mensuels. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maxime, je te rends la main. Ouais, merci Patrick. Et c'est vrai que comme tu le disais, on a pas mal de nouveaux webinaires, et notamment sur RAD Server. J'ai vu que tu t'en as parlé un petit peu. Et comme on a pas mal de demandes là-dessus, alors RAD Server, juste pour reparler simplement au niveau des licences, parce qu'il y a eu des petits changements ces derniers mois. Avant, c'était vraiment, on va dire, un pricing, en fait une offre de prix à étudier pour chaque cas. Maintenant, il faut rappeler que RAD Server est disponible à partir de la version entreprise et architecte. Alors, la différence, c'est qu'on a du multi-utilisateur dans les deux, mais un monosite pour la version entreprise et multi-site pour la version architecte. Alors, j'entends site par site, en fait, client, c'est-à-dire une société qui éventuellement disposerait de l'application en multi-utilisateur, donc sous-entendu utilisateur illimité. Donc, un client, un site pour la version entreprise. Si on veut du multi-site, c'est à partir de la version architecte. Et c'est gratuit, tout inclus. Donc, mais je pense que Patrick, on en reparlera, enfin en tout cas, peut-être de la mise en place et des choses, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes là-dessus, et puis il y a peut-être des cas intéressants à rappeler. Oui. Et ouais. Alors je t'ai devancé, j'ai répondu à toutes les questions, il y en a eu quelques-unes. J'ai répondu en fait au fur et à mesure, comme j'avais toutes les réponses, il n'y a pas de souci. J'ai répondu. Et comme ça, bon, t'as pas eu de coupure. Et voilà. Alors je regarde quand même s'il y en est pas d'autres. Mais si, je viens d'en avoir juste une à l'instant justement. Alors alors concernant IntelliSet, le contenu des fichiers enregistrés dans la table SQLite est dans un champ de type blob. Y a-t-il une limite de taille de ces fichiers? Alors, en fait, c'est l'avantage de SQLite, c'est qu'une
enfin, une base SQLite, donc le fichier qui contient tout, est limité à plusieurs téras. Donc autant dire que ça ne l'est pas réellement par rapport à ce qu'on en fait. On pourrait stocker un disque dur complet si on en a envie, à condition d'avoir un disque dur sur lequel on stockerait le fichier qui contient le disque dur. Mais globalement, on n'a aucune limite en termes de taille là-dessus. Enfin, la limite est tellement énorme que ça passe sans souci sur tout ce qu'on fait. Si vous voulez plus d'infos sur SQLite et ses fonctionnalités, le plus simple, c'est d'aller sur sqlite.org, qui est le site officiel, ici. Et il y avait les limites qui étaient dans les frequently asked questions. Ah, frequently asked questions, j'y arrivais. Quelque part, où il parlait de limites. Voilà. Hop, ici. Donc grosso modo, un blob, c'est 1 Tera. Voilà. Donc en fait, on n'est pas réellement contraint par rapport à ça, sachant que dans l'application IntelliSet elle-même, on gère quand même des petits fichiers. Les plus gros qu'on puisse avoir, ce sont des photos des photos, puisque cette application permet de gérer des profils de personnes dans le cadre de ressources humaines. Donc on n'a pas trop de contraintes en termes de taille réelle. Les grosses bases qu'on ait font 5 à 10 000 fichiers pour les gros utilisateurs. Donc ça reste quand même correct, même si c'est un fichier qui contient tout. Encore une fois, c'est une base qui est utilisée en mono-utilisateur, donc on n'a pas de problème de plusieurs qui font une mise à jour sur le même fichier. C'est toujours la même application qui fait la synchro ou qui fait l'affichage et la mise à jour en interactif. Donc on est assez tranquille là-dessus. Et SQLite, c'est quand même une base assez stable. Alors j'aurais pu utiliser IBLite, enfin, pas IBLite parce qu'en fait il n'y a pas le chiffrement de la base elle-même dans la version Lite, mais plutôt IB2Go, sauf que là se pose la question de la licence que j'ai toujours pas comprise pour son utilisation en tant qu'application mobile quand on ne maîtrise pas nous-mêmes le nombre d'utilisateurs final. Donc un jour peut-être que ça passera sur du IB2Go. En attendant, SQLite est très bien pour ça. Voilà. Du coup, Maxime, si tu as des réponses par rapport à la licence IBLite et IB2Go, je suis preneur. D'accord, oui, je te dirai ça. Et oui, alors je regardais s'il y avait d'autres questions. Sinon, de toute façon, pour tous les participants, il y aura, comme disait Patrick, une rediffusion. Alors, c'est vrai qu'on est en train de, nous en tout cas, refaire tout notre site web parce qu'on a pas mal de demandes supplémentaires et comme on est en train de s'étendre, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vrai que tout notre site web en fait va être refait premier trimestre 2019 et il y aura justement une sélection particulière pour la rediffusion de ces vidéos et puis voilà. Donc voilà, la vidéo concernant le dernier webinaire, pour ceux parce que je pense qu'il y a des personnes qui étaient présentes aussi au dernier webinaire, sur toutes les nouveautés de la version 10.3 Rio, sera en ligne d'ici demain. Donc, on communiquera tous les liens aussi à tout le monde très bientôt. En attendant, Patrick, comme pour l'instant les questions tout est OK de mon côté. Je voulais déjà te remercier pour la disponibilité, pour pas en plus dépasser au niveau du timing. C'était excellent. Oui, c'est un coup de chance dense. sur ce coup-là. Ouais, c'était assez dense. Et puis on communiquera aussi sur des meet-up parce qu'on est en train de. Alors il y a eu un meet-up il y a quelques jours à Toulouse justement de la part de Laurent Navarro qui est MVP et C++ Builder. Et puis, c'est vrai il a pas mal de demandes lui dans la région toulousaine et on sera présent aussi d'ici quelques temps pour toutes les nouveautés de la 10.3. Et puis on a des demandes aussi du côté d'Aix et de Marseille. On n'y va pas assez souvent et c'est en train on va y remédier dans les prochaines semaines. Donc
Donc voilà. Et puis quant au webinaire, moi j'adresse, en fait, je demande à tout le monde, enfin, plutôt, si chacun a des demandes particulières, nous on étudie toute proposition. En fait, on essaie de faire un petit condensé après et puis de voir, c'est de répondre à toutes les demandes. Et puis c'est vrai que Patrick est notamment disponible et disposé à faire ces présentations et de qualité en plus. Donc, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, on étudiera avec Patrick toute proposition. Et en attendant, Patrick, je te remercie pour ce webinaire. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ouais, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.